Euh, ce qu'on vous propose, c'est en 1 heure de faire un petit tour d'horizon de ce qu'il est possible de faire soi-même ou dans le cadre d'un Fab Lab pour faire un détecteur de CO2 fiable. Et pour ça, j'ai un petit support de présentation. Et puis Alain présentera également de temps en temps certains éléments tout au long de la présentation. Donc, je vais partager mon écran. Pop. Et puis, je passe couler. Alors, Alain, dès que tu veux intervenir, tu n'hésites pas. Oui, et puis peut-être dire que si des gens veulent écrire des messages, Ah oui, moi je les lis en tout cas, puisque toi tu présentes, mais moi je les lis, et ça peut donner un petit peu d'interactivité si nécessaire. absolument. C'est ça un peu la limite du webinaire, c'est-à-dire qu'on est tellement nombreux qu'on ne peut pas vous proposer d'intervenir en direct. Il y aura peut-être un temps d'échange à la fin si on a peu de temps. Et donc, du coup, les questions se passent plutôt par le chat, hein, par les messages. Alors, je présente donc le support. Voilà, donc normalement, tout le monde voit la présentation. Alors, les trois personnes donc, que j'ai citées, donc c'est Alain, Alexandre et puis moi-même qui contribuons à l'animation de ce webinaire. Et puis, c'est très simple. En fait, on avait composé un détecteur en sous-ensemble qui constitue donc ce système. Et on va les passer en revue un à un, vous allez voir. Et puis, on va vous donner nos recommandations, nos conseils pour fabriquer un détecteur de CO2 fiable. Donc, il y a le capteur qui est évidemment l'élément central. C'est l'élément qui va mesurer effectivement le CO2 dans l'air. Il y a le microcontrôleur qu'on voit en bas à gauche, qui est un peu le cœur logique qui va organiser l'ensemble des actions et qui va gérer les informations au sein du détecteur. Il y a l'interface qui permet de communiquer avec l'utilisateur. Donc, c'est soit une interface directe, soit indirecte via un réseau. Donc là, on va commencer par parler de l'interface directe, hein, avec des legs, des écrans. Il y a comment on câble tout ça, comment on fait le circuit concrètement. Et puis, il y a l'aspect hardware, donc le boîtier, comment on fait un boîtier pour accueillir tout ça. Et puis, il y a le logiciel qui va conduire. Donc, il y a 6 parties. Et puis, Alain traitera plus spécifiquement de l'aspect connecté, puisqu'il a une expérience dans le domaine assez conséquente, il en parlera tout à l'heure. Mais on va commencer par faire un capteur plus simple, non connecté, avec les éléments de base que je viens de vous présenter. Alors, le premier point d'attention, c'est évidemment le capteur. Donc là, on a une recommandation très simple, c'est qu'il faut utiliser uniquement un capteur NDIR. Alors NDIR, c'est un capteur de type infrarouge. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a un autre webinaire qui a traité la question, mais c'est une technologie qui est fiable et qu'on recommande. Et puis il y a une deuxième technologie qui vient de sortir, en fait, en tout cas dans un produit de grande diffusion, qui est la technologie photoacoustique dont je parlerai un peu plus tard. Donc, il y a notamment 2 références de capteurs qu'on vous conseille. Alors, je vais vous le présenter à l'écran. Donc, c'est celui de gauche, c'est le Sense S8. Voilà, c'est ce petit capteur. Vous voyez, c'est pas très grand. Hop. Ça coûte, alors, ça dépend des sources d'approvisionnement, mais ça coûte environ 25 € quand on l'achète sur les sites marchands sur Internet. Le gros avantage, c'est que, alors c'est un produit qui est très fiable, hein, moi c'est le capteur de référence que j'utilise maintenant pour mes montages. C'est très simple à mettre en œuvre, hein, plus simple que peut-être la solution dont je vais parler tout de suite après. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix qu'on peut trouver actuellement. Voilà, donc c'est le S8. Le problème qu'on peut redouter, c'est que comme commence à être très connu et très apprécié, ben, il y a des problèmes de disponibilité qui peuvent se poser avec des délais de livraison qui peuvent être conséquents. Donc nous, on a fait un peu de stock raisonnable, hein, mais pour avoir des exemplaires d'avance, mais c'est sûr que ça peut être une vraie difficulté. Le deuxième produit, qui est aussi un capteur NDIR, qui est le Sensirion SD30, qu'on voit au milieu là sur l'écran, donc c'est ce capteur-là. Voilà. Donc c'est un capteur qui est un peu plus cher, hein, aux alentours de 40 ou 50 €. Alors lui, il est extrêmement fiable, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une technologie de double canal, donc quelque chose qui assure vraiment une stabilité dans le temps de mesure. Il y a énormément de bibliothèques disponibles parce que c'est un appareil qui est très connu, et j'ai mis le capteur de référence, c'est l'un des capteurs de référence qu'on va trouver dans beaucoup de produits commerciaux, commercialisés. Donc c'est une valeur sûre, on va dire. Voilà. Par contre, le principal problème de ce produit, c'est qu'il est relativement cher, on le trouve aux alentours de 50 €, donc ce qui peut être un handicap majeur pour faire
un produit évidemment soi-même. Le troisième produit, c'est le SD30. Alors, le SD30, c'est un produit qui est apparu il y a 3-4 mois. C'est également de la marque Sensirion, c'est une marque suisse. Et c'est un autre principe, en fait, physico-chimique. En fait, c'est un capteur photoacoustique, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, c'est un capteur qui est clairement plus petit que les capteurs que je vous ai présentés précédemment. Donc, je vais vous le présenter à l'écran, et puis qui est ici, c'est le petit carré qui est là, hein, blanc. Alors, et Alain va pouvoir illustrer ça, il est tout petit, mais si on l'achète seul, si on achète juste le capteur, en fait, on ne peut pas trop l'exploiter parce qu'il est très difficile à souder, il faut avoir un matériel. Donc là, Alain est en train de le présenter à l'écran. Voilà. Et donc, du coup, souvent, on utilise le capteur monté sur une plaque d'essai qu'on voit à l'écran, là, à droite sur le PowerPoint et sur la caméra d'Alain. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple à mettre en œuvre, puisqu'en fait, on peut brancher un câble ici qui est fourni par le fabricant, donc c'est beaucoup plus simple. Par contre, il y a un inconvénient majeur, c'est que le prix fait plus que doubler, puisque le capteur et sa plaque d'essai, c'est 80 €. Donc, c'est un handicap majeur hein, pour la mise en œuvre de ce type de capteur. Alors, notre retour d'expérience qui est encore un peu léger parce qu'on n'a pas fait énormément de tests, hein, c'est quand même un capteur qui est relativement fiable. Il est très proche des capteurs ND en termes de performance. Il est très compact, mais très compact si on arrive à le souder. Et si vous n'avez pas un matériel spécial, ce ne sera pas le cas, malheureusement. Il y a un environnement de développement fourni par le fabricant qui est relativement important et très complet, donc on peut faire des choses très rapidement. Donc par contre, l'inconvénient majeur, c'est le prix et alors j'ai mis facilité, c'est plutôt difficulté de mise en œuvre qu'un inconvénient, puisque c'est un capteur que si on n'a pas la plaque d'essai que j'ai montré, c'est quand même difficile de mettre en œuvre. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Alain, sur ce point de vue. Donc le SCD30 intègre aussi un capteur d'humidité et un capteur de température. Les 50 €, c'est quand on l'achète sur un site à l'unité. Je crois que dès qu'on en achète 10 ou 15, enfin, je ne sais plus, on tombe dans les 40 €. Alors forcément, pour un particulier, c'est pas, ça ne change pas grand-chose. Pour un Fab Lab, ça peut être intéressant. Et puis voilà, le SCD41 se soude plutôt à l'air chaud, des choses comme ça. Il est vraiment très intéressant quand on veut pas quand on veut quelque chose de compact et qu'on n'a pas besoin de température et humidité. Sinon, voilà, le SCD30 est sympa. Au niveau du logiciel, mais tu en parleras tout à l'heure, mais les deux Sensirion sont connectés en I2C. Alors, je te propose de réserver ça à tout à l'heure. Là, on reste sur juste la techno capteur. Là, je pense que c'est un sujet qu'on va aborder juste après. Ça marche. Alors, merci Alain. Et en complément, alors ça, c'est une recommandation. Par défaut, ceux qu'on ne cite pas, c'est ceux qu'on ne recommande pas. Donc, on nous pose souvent la question, par exemple, qu'est-ce que vous pensez du capteur NDIR? Alors, ça va être un peu technique, hein, excusez-moi, la référence c'est MHZ19B. Nous, on ne le recommande pas parce qu'on a eu pas mal de problèmes de mise en œuvre. Voilà, notamment avec Alexandre Johnsolen, on a trouvé des choses assez bizarres, donc on l'a écarté. Hein, et quand on dit qu'on a testé, on l'a testé sur plusieurs exemplaires, hein, c'est pas un exemplaire unique. Et puis alors la remarque qu'on nous fait souvent, c'est ah ouais, mais c'est cher, donc on va acheter des capteurs d'Imox. Je ne vais pas revenir dessus. C'est ça. Alors, écoutez, nous ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on vous déconseille fortement, pour pas dire plus, ce genre de capteurs. Donc après, vous pouvez faire votre propre expérience, mais ça donne des résultats absolument pas fiables. Donc c'est pas cher, mais ça marche pas. Ça marche moins bien. Donc, ce qu'on peut vous dire, c'est que nous, on recommande très fortement les 3 références qui sont à l'écran, et notamment, moi, personnellement, notamment si vous voulez démarrer, le Sensor S8 me paraît le meilleur compromis, le meilleur rapport qualité. Voilà, donc ça, c'est important de passer un peu de temps, parce que c'est quand même le cœur du sujet. Si vous n'avez pas un bon capteur, le détecteur ne marchera pas bien. Vous aurez beau faire ce que vous voulez, ça ne marchera pas bien. Ce qu'on peut ajouter, Pascal, on en parlait, c'est quand même c'est fragile, c'est-à-dire qu'il faut pas que ça tombe, je ne sais pas à quel moment tu veux parler de ça, mais ce sont des capteurs, donc voilà, il y a le prix, il y a la techno, il y a plein de choses. Ils sont fragiles, il y a la notion de calibration, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Alors, sur ces questions, en fait,
Alors, tu as raison de souligner quand même, c'est des capteurs fragiles. Alors, pas tant que ça quand même, hein, c'est-à-dire qu'on peut quand même les manipuler sans trop de difficulté. Par contre, si on les fait tomber, effectivement, ça peut être problème. La question de la calibration, elle interviendra, on l'évoquera peut-être en fin de séance, mais dans un précédent webinaire, on a beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait calibrer, donc que ce soit un capteur commercial, enfin un produit commercial ou un produit fait maison, il faut calibrer absolument le capteur. On y reviendra peut-être si on a un peu de temps. Là, c'est vraiment l'aspect comment on fabrique, et puis après, on verra comment on calibre. Okay. Alors, deuxième partie, donc après le capteur, il faut piloter tout ça. Donc, c'est ce qu'on appelle un microcontrôleur. Donc, c'est une petite carte électronique spécialisée, en fait, qui va permettre de faire ça. Donc, ceux qui ont déjà un peu travaillé dans le domaine doivent connaître les références qu'on va citer. Donc, quand on commence et quand vraiment vous voulez avoir quelque chose de simple et surtout très robuste et simple à mettre en œuvre, il y a la première carte qu'on peut proposer, c'est le Arduino Uno, voilà, qui est ce composant-là. Et puis, simplement, on va prendre le capteur et puis on va le brancher à l'Arduino. Alors, je vous montrerai tout à l'heure un schéma de câblage. Hein. C'est pas très compliqué à faire. Il faut juste un peu d'attention et un peu de soin. Et puis, on verra comment on pilote tout ça avec un logiciel tout à l'heure. Voilà. Donc, l'investissement est de 25 €, c'est pas très cher. L'Arduino est robuste, il y a de nombreux logiciels, faciles à mettre en œuvre. Alors, on voit que c'est un peu gros, voilà. Effectivement, c'est un peu important, mais c'est quand même un produit pour démarrer qui est pas mal. Moi, ce que je conseille à ceux qui démarrent, c'est, s'ils ont les moyens, c'est commencer par Arduino Uno, pardon, avant d'aller sur des technos qu'on va évoquer tout à l'heure. Voilà, parce que ça, c'est quand même quelque chose de simple à mettre en œuvre. Ensuite, on peut passer à une autre technologie un peu plus récente. Donc là, Alain nous montre l'Arduino. C'est le SP32. Peut-être que tu peux mettre le SP32 à côté pour qu'on voit si tu as la capacité de voir la différence de taille. Voilà. Donc on voit que c'est un composant d'une génération plus nouvelle, en fait, plus récente. C'est plus petit. Puis en plus, ça dispose du Wi-Fi, du Bluetooth en natif, donc c'est formidable. Hein, et en plus, ça coûte moins cher, donc ça a beaucoup d'avantages. C'est un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre parce qu'en fait, il n'y a pas de connecteur femelle comme sur l'Arduino Uno. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un tout petit peu moins facile à mettre en œuvre. Ça reste raisonnable. Hein. Ça coûte 15 € et ça tend quand même à être le système qu'on utilise très souvent pour faire des capteurs soi-même. Donc là, par exemple, j'ai ici un petit prototype où j'ai relié le capteur SD41 que je vous ai montré tout à l'heure avec un ESP32. Donc on voit quelque chose de très très compact. C'est très compact. Et ça marche très bien et on verra qu'en plus, c'est très simple à faire. Donc, avec un produit comme ça, en fait, on peut rapidement avoir un détecteur de CO2 fiable et pas trop compliqué à faire. Et puis le troisième produit qu'on peut vous conseiller, c'est un produit qui va encore un peu au-delà. C'est un produit où on a pris le microcontrôleur du milieu, là, le SP32, puis on lui a intégré un écran, un afficheur, qui fait qu'on a, voilà, Alain nous montre un exemple, ce qui fait que dans un produit très compact, on va avoir à la fois le cœur logique qui va permettre de piloter en fait, le détecteur, et puis l'afficheur en même temps qui va nous donner l'information. Donc l'exemple que je peux vous donner, dont je vais reparler, c'est ce petit détecteur qu'on a fait, là, je ne vais pas en parler. Et en fait, dedans, il y a ce qu'on appelle un TTGO, donc c'est le produit que je vous présente, avec un afficheur. Là, il nous montre que je suis dans mon bureau et j'ai volontairement fermé ma fenêtre et ma porte pour vous montrer que le taux de CO2 approche de 1500 ppm, alors que je suis tout seul, en fait, dans mon bureau. Donc, à l'intérieur, on verra, il y a un TTGO qui est un produit très simple, et on verra que même un débutant qui aborde le sujet, on peut lui conseiller ce produit parce que finalement, il n'est pas si compliqué que ça à mettre en œuvre. Voilà, donc c'est les trois produits qu'on peut vous conseiller. Alors après, il y a beaucoup de déclinaisons, des modèles un peu différents. Voilà, mais avec ces trois produits, on va retrouver ces trois produits dans beaucoup de détecteurs faits par des makers. Alain, je ne sais pas si tu as des choses... Alors, je peux juste aller un tout petit peu plus loin sur certains points, mais sans aller trop loin. Donc, les Uno, vous avez donc ce modèle où on voit le microcontrôleur qui est tout petit, cette petite puce-là. Et puis, vous avez le modèle où en fait, le microcontrôleur est plus grand.
Alors, pour ceux qui voudraient aller plus loin, ce qui peut être intéressant, et on y reviendra tout à l'heure, c'est que quand le modèle ici, on peut l'enlever, eh bien, on peut très facilement passer de l'Arduino, la grosse carte, à un montage qui va être sur breadboard, comme tu en parleras tout à l'heure. C'est assez simple avec l'Arduino. Donc ça, c'était la première chose juste que je voulais dire. Et la deuxième, donc le SP32. Donc, on le trouve souvent sous cette forme-là. Avant d'être soudé, le composant lui-même, il est ici, il est comme ça. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est assez facile à souder. Alors, ce n'est pas un fil, mais ça se fait plutôt bien pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin. Et je présente un modèle que tu connais peut-être pas, Pascal, je ne sais pas, qui est ce modèle-là, donc toujours le SP32, sous une format un peu longue comme ça qu'on trouve sur certains sites sur la référence Wimos. Ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté, on peut y mettre une batterie 18650 et donc d'avoir quelque chose qui est portable D'accord, très facilement. Donc ça, c'est pas inintéressant. absolument. Voilà, c'est tout ce que je voulais Ouais, ouais. Écoute, ajouter. peut-être on peut référencer ce modèle-là. Effectivement, nous, on n'utilise pas, mais c'est peut-être une bonne idée d'avoir quelque chose de portable. J'ai trouvé ça dans mes cartons. Très bien. Alors après, effectivement, tu montres qu'on peut, parce que là, c'est ce qu'on appelle des cartes de développement, c'est-à-dire que c'est vraiment fait pour des prototypes. Là, Alain montre qu'on peut aller plus loin, mais pour l'instant, je pense que là, on s'adresse plutôt à des gens qui veulent aborder le sujet, donc on va plutôt rester sur ce genre de capteur. Tout à fait. C'est pour ça que j'en parle pas trop, mais je Ouais, dis c'est possible. ouais, parfait. Alors, euh, ensuite vient la question de comment on affiche le message, en fait. Alors, soit un seuil avec un code couleur, soit avec un écran. Alors, la solution la plus simple, clairement, c'est des LED. Nous, on a commencé comme ça. Hein. Donc, on a fait, par exemple, ce genre de détecteur. Alors, à l'intérieur, il y a un capteur S8, il y a un microcontrôleur, puis il y a des LED ici. Je vais vous montrer. Alors, je ne vais pas penser à sortir. Donc, on verra que ça, c'est la version un peu plus élaborée, parce qu'il y a un circuit imprimé, mais je ne sais pas si vous voyez, il y a des LED là qui s'éclairent en fonction du niveau de seuil détecté. Donc, l'avantage, c'est que c'est très peu cher. C'est très simple à mettre en œuvre parce que contrôler une LED avec un microcontrôleur, c'est pas très compliqué, en fait. Donc, ça peut être une solution de démarrage, hein, très simple à faire. Et ça permet rapidement d'avoir un prototype fonctionnel. On branche le détecteur, on dépasse un seuil, on voit une LED s'allumer, c'est très simple. Il y a peu de chances de se tromper dans le montage, donc c'est une solution peut-être à préconiser. Ensuite, il y a les écrans dits LCD, qui sont là représentés à l'écran. Alors, c'est des choses qui étaient... Alors, j'ai mis répandu, mais c'est quand même une technologie qui a tendance à disparaître parce qu'il y a de nombreuses connexions, en fait, il y a une complexité de connexion quand même qui est assez importante. Et donc, souvent, maintenant, on préfère plutôt les écrans OLED, là, qui sont à l'écran. Les prix sont à peu près comparables, hein, c'est autour de 15 €. Alors, Alain y a fait référence, mais c'est ce qu'on appelle une connexion série I2C. Voilà, c'est un protocole. Donc, ça veut dire qu'il y a très peu de fils. Voilà, pour ne pas rentrer dans le détail. Il y a des bibliothèques qui sont déjà proposées. C'est très utilisé maintenant pour afficher des messages, en fait, simplement sur son détecteur. Mais finalement, quand on veut un écran, moi, la solution que je préconise maintenant, c'est la solution qu'on a présentée tout de suite. C'est le fameux ESP Tetego, en fait, le microcontrôleur Tetego, qui permet en fait de combiner à la fois le SP et l'afficheur tout en un an. Donc c'est vraiment très très confortable. Et donc maintenant, moi, ce que je préconise, c'est plutôt d'utiliser ce genre de produit qui est très simple. Voilà. Donc là, on a un panel de solutions. Alors il y en a d'autres. Hein. Il y a beaucoup d'autres références qui permettent d'afficher ou d'indiquer un message. Mais ça, c'est les principaux. Voilà. Alain, je ne sais pas si tu souhaites rajouter quelque chose. Alors, j'ai fait un peu mes cartons rapidement. Donc, l'écran comme ça, l'écran LCD, il est vraiment très, très connu, le 1602. Alors, le problème, c'est qu'il faut câbler au microcontrôleur un certain nombre de pattes ici. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on l'achète sous une forme ici sans les picots et on ajoute un module en plus, un module I2C que l'on vient souder, ce qui fait qu'on a notre afficheur uniquement avec un contrôle I2C. Donc, ça rajoute un petit module.
Alors, pourquoi j'en parle? Puisque finalement, c'est vrai que la solution Tetego, elle est vraiment géniale. Parce que, comme tout à l'heure, tu parleras des boîtiers. Et il se trouve que pour le 1602, pour cet écran, eh bien, il existe à moins d'1 € sur les sites marchands, un boîtier, pardon, avec 3 possibilités de bouton poussoir et déjà le trou. Et l'intérêt, c'est que sur un PCB, on va pouvoir venir mettre notre écran, le mettre en boîtier, et on a déjà le boîtier qui est formé pour moins d'1 €. Et c'est juste, voilà, l'intérêt pour moi de l'écran LCD, c'est d'avoir ce boîtier ultra classique qui sert voilà, pour cet écran, parce que, comme on le verra tout à l'heure, hein, la mise en boîtier, c'est pas neutre non plus. Voilà. Ok, c'est une alternative super intéressante, effectivement, parce qu'on a quelque chose qui est déjà préétabli et dans lequel on peut faire le développement. Donc alors, essayez de couper vos micros, là. Alors, il y a quelqu'un qui a laissé son micro, voilà. Hop, et... Ah, voilà, c'est bon. Okay. Excusez-moi. Alors, ensuite, il y a le câblage. Donc, on a le microcontrôleur, on a le capteur, on a les éléments. Donc là, j'ai représenté les LED. Donc là, il y a 4 LED. Alors, le plus simple, c'est de trouver un schéma de câblage déjà préexistant, puisqu'il y a de nombreux makers qui ont fait ce genre de câblage. Donc, on voit que ce n'est pas des câblages très, très compliqués à faire. Il n'y a pas énormément de fils. Avec un peu de soin et d'attention, on peut y arriver. On voit, là, c'est pour reprendre la question soulevée par Alain tout à l'heure. Alors, ouais. Il faut faire attention quand même à la calibration du détecteur. Il faut toujours essayer de, comment dire, avoir un bouton de calibration ou une méthode de calibration du détecteur. Donc, en l'occurrence, le S8, là, il a un avantage, c'est que pour faire la calibration, en fait, il y a une borne, il y a une broche, en fait, qui est dédiée à ça. Donc, c'est, on va dire, une calibration avec une action physique. Donc, quand on relie, je vais être un peu technique, hein, excusez-moi pour ceux qui découvrent un peu le sujet, mais quand on relie cette broche à la masse, en fait, ça calibre, ça lance le processus de calibration. Donc, pensez toujours à avoir une méthode de calibration en regardant les capacités du capteur. C'est très important. Un détecteur qui n'a pas de calibration est un détecteur qui risque d'afficher des résultats faux, en fait. Et pour rien vous cacher, nous, on teste dans le cadre du travail projet CO2 et nous avons des détecteurs commerciaux. Il y a des détecteurs qu'on reçoit et qu'on ne retient pas parce qu'il n'y a pas de calibration possible. Donc, on les reçoit, ils sont pas bien calibrés, donc on ne peut rien en faire. Donc, attention, c'est vraiment un point d'attention très important. Alors ça, c'est le schéma. Donc, le schéma, en général, on le trouve sur Internet. Et pour câbler physiquement et faire le détecteur, il y a plusieurs moyens. Alors, je vais vous en présenter 3. Le premier, c'est quand vraiment on démarre et qu'on veut démarrer la fabrication, par exemple avec des élèves, hein, très clairement, c'est ce qu'on fait nous avec les élèves. On commence par ce qu'on appelle une plaque d'essai ou une whiteboard. Donc, je vais en présenter une ici. Donc, c'est une sorte de plaque à trous, en fait. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, on n'aura pas le temps, mais grosso modo, on met les composants sur la plaque à trous qui tiennent avec les pattes. Et puis, on va faire les connexions électriques avec des petits câbles ici amovibles. Et on va faire point à point, en fait, le câblage selon le circuit proposé. On va alimenter ça, alors souvent avec le câble USB, le SP32. Et puis, ça va permettre de tester une configuration. Alors, c'est assez rustique parce que c'est une plaque d'essai, c'est pas très compact, mais ça marche très bien pour faire les prototypes. Et c'est vraiment l'idéal pour démarrer tous les développements qu'on fait. On commence par une plaque d'essai. Puis, c'est pas très cher à faire. Ensuite, il y a la deuxième méthode, qui est la méthode, alors j'ai appelé ça montage en l'air, qui consiste à prendre les composants, de ne pas avoir de circuit imprimé ou de plaque d'essai, puis on va les souder ensemble. Donc là, c'est un montage d'Alexandre, hein, Jean Solène, on devine le fameux modèle dont il est un peu à l'origine, le fameux modèle Totoro. Et donc, il a soudé les deux composants avec des fils, et puis ça tient comme ça, il n'y a pas de support physique. Donc, on s'arrange en général pour caler les composants. Des fois, on met des points de colle pour essayer de les caler. Alors, c'est rapide, il faut faire un peu de soudure quand même. Et il faut quand même faire attention à ce que ce soit relativement stable
parce que quand même, c'est des éléments, des composants électroniques, donc voilà, il faut faire un petit peu attention. Donc bon, parfois, il y a des prototypes qui sont souvent montés comme ça, hein, parce que c'est rapide et puis ça permet de tester une configuration. Et puis il y a une troisième méthode qui est alors la méthode la plus évoluée, et c'est pas accessible à tout le monde, très clairement, il faut plutôt être dans une structure type FabLab, c'est faire un circuit imprimé. Voilà, donc un circuit imprimé, c'est cette méthode-là. Donc là, on va réaliser le circuit imprimé, on va monter les composants, on va les souder, et ça fait quelque chose de très propre, hein, évidemment. Et puis on peut faire des fois une petite série, là on parlera, on peut en faire une petite série pour fabriquer N exemplaires du système. Donc ça, c'est vraiment les trois moyens les plus répandus. Alors il y a un autre moyen que je n'ai pas cité, qui est la plaque à trous, mais c'est un peu équivalent à ce que je vais dire après. Dans tous les cas, vous pouvez commencer par une plaque d'essai. Vraiment, c'est pas un souci, c'est vraiment une bonne pratique. Et puis, il y a une méthode, en fait, on est en train de redécouvrir, en tout cas moi, c'est ce qu'on appelle le wrapping. Alors, le wrapping, ça consiste à non pas souder un fil sur la patte d'un composant, qui nécessite quand même un petit savoir-faire. Quand on démarre et qu'on soude, souvent, ça se passe pas très bien, parce qu'on n'applique pas bien le fer à souder, etc. Donc, il y a un moyen simple, c'est de faire du wrapping. Le wrapping, ça consiste à prendre un fil de ce type-là, c'est un fil un peu spécial, hein, voilà. Et puis, avec un petit outil qui est là, on vient prendre le fil et puis on vient enrouler le fil autour du composant, en fait, d'une patte du composant. Ce qui fait qu'on n'a pas de fer à souder à manipuler, on a un geste technique relativement simple et d'enrouler, et ça marche très très bien, en fait. C'est vraiment quelque chose qui permet de faire des choses très très fiables, à tel point que dans les années 60 et 70, on a fait des systèmes assez complexes en wrapping. Et l'un des exemples les plus connus, c'est le calculateur de vol de la mission Apollo, qui a été fait quasiment entièrement en wrapping, en tout cas pour la connectique, et ça marche très bien. Donc ça, moi je le recommande notamment, je pense, pour les activités pédagogiques où il y a des élèves pas très âgés. Faire des fers à souder, c'est délicat, donc faire du wrapping, ça permet qu'ils aient quand même une activité autour du câblage du système, en ayant un geste technique relativement simple à faire. Et du coup, moi, maintenant, c'est ce que je vais essayer d'utiliser pour faire, en tout cas, les premiers prototypes. Et puis, pour terminer, en fait, pour aller un peu plus loin, alors, c'est une méthode que je suis en train de développer, mais j'ai un peu combiné tout. Donc, j'ai pris là, à gauche une breadboard. C'est quelque chose qui ressemble. Alors, ça, c'est une breadboard assez. Il y en a de toute taille, il y a des plus petites encore. Donc, j'ai pris une breadboard que j'ai retaillée pour l'adapter exactement à la taille du composant. Donc, je ne sais pas si vous voyez à droite, mais il y a le capteur S8. J'ai fait en fait une breadboard, une plaque d'essai exactement à sa dimension. Et si vous le voyez bien, j'ai ici, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais ici, j'ai mis en fait ce qu'on appelle des tulipes en français, je crois que c'est des pin headers en anglais, qui permet en fait de venir wrapper le composant. Bon, alors, je peux expliquer un peu plus dans le détail pour qu'ils souhaitent comment j'ai fait, mais je vais vous montrer le résultat final. J'ai fait un détecteur de CO2 avec cette technique, et je vais vous montrer le résultat. On a quelque chose de très compact. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, en fait, on a le microcontrôleur qui est là, il y a le capteur S8 qui est là. Sur le côté, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a les supports de plaques d'essai sur mesure, et puis il y a les fils que j'ai wrappés entre les deux composants. Tout ça monté sur du carton collé. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment rapide et très compact. Moi, je considère même que c'est presque plus pratique que la soudure. La soudure, il faut faire attention à ce que le rayon de courbure du fil soit pas trop faible pour pas le casser. Donc là, il n'y a pas de problème. Et puis, en fait, d'un point de vue pédagogique, on peut très bien fournir aux élèves les composants déjà montés sur les plaques d'essai, là, ici, et puis eux, ils vont juste faire le câblage. Donc, ils vont quand même comprendre la logique du circuit, hein, l'alimentation, les signaux, et puis tout ça de façon très simple à faire, hein, et très fiable. Voilà, donc c'est le produit, donc je peux vous le brancher. Voilà, hop, c'est mon fameux hop, voilà. Donc ça marche très très bien. Donc là, c'est une solution, alors là, il est en train de s'initialiser, hein, c'est pour ça qu'il y a marqué 0. C'est une solution, il y a 2 composants et 4 fils.
je pense qu'on ne peut pas descendre en dessous de ça, et ça coûte à peu près 40 euros. Je pense qu'on ne peut pas aller en dessous de ce prix-là. Voilà, donc, ceux qui s'intéressent, je peux leur donner plus de détails. Je n'ai pas encore tout à fait documenté la méthode, mais c'est quelque chose que je vais développer, notamment pour les classes, en fait. Je pense que c'est vraiment intéressant. Alain, sans doute que tu as d'autres... Non, Non, tu c'est m'entends bon. bien là? J'ai joué avec mon micro tout à l'heure. Ouais, très bien, parfait. Ouais. Non, j'ai rien à ajouter. C'est vrai que le wrap, c'est pas mal du tout. Ça a aussi un intérêt majeur, c'est que quand tu soudes, tu peux souder pas trop mal, mais chauffer un composant. Et quand on a fait sur l'université, on avait des SCD30, on en avait donc 50 dans le premier batch à souder, bah, il y en a un qui n'a pas survécu. Bêtement, hein, mais bah, ça fait un peu mal au cœur. Alors que j'imagine que voilà, avec du wrap, c'est quand même vachement plus simple et vachement plus sûr. Pour donc le Ouais. cadre étudiant, c'est évident. Et deuxième avantage, c'est que, imaginons qu'on souhaite voilà, réutiliser le composant, il suffit de déwrapper les fils, c'est-à-dire que c'est très simple, hein, on tourne à l'envers et puis on déwrappe. Et du coup, bah, les composants sont réutilisables très simplement. Donc, je pense que c'est un avantage, c'est encore plus vertueux d'un point de vue développement durable, puisqu'on favorise la réutilisation. Quand on soude un composant, et notamment avec des gens qui n'ont pas l'habitude, souvent le composant souffre un peu, effectivement, et encore plus quand on le dessoude. Donc voilà, donc c'est une solution. Alors pour l'instant, c'est un peu exploratoire, on va voir ce que ça donne. C'est une solution que. Ouais, mais tu vois, là, il y a un commentaire donc, de monsieur Nicolas Hetz qui dit Ouais. si on n'a aucune expérience technique et pas fait de soudure depuis la techno au collège, le TTGO avec le wrapping, ça a l'air génial. Mais c'est Ouais. exactement ça, en fait. Bah, alors, pour rien vous dire, moi, je suis plutôt de formation mécanicienne, hein, donc la soudure électronique est toujours un enjeu pour moi parce que je me dis, est-ce que je vais pas me rater? Et du coup, depuis que j'ai trouvé le wrapping, ben, je suis beaucoup plus détendu quand je fais mes circuits parce que je sais que je prends beaucoup moins risque de. Par exemple, effectivement, souder un CD30, on peut chauffer trop et c'est quand même, tu l'as dit, Alain, c'est quand même des choses un peu fragiles, donc il ne faut pas faire trop. Notamment, il y a dans les spécifications, ils disent de faire attention à l'électricité statique, par exemple, qu'on manipule. Donc, ouais, le wrapping, pour moi, je suis beaucoup plus tranquille quand je fais le circuit. Ensuite, les boîtiers. Le boîtier, c'est évidemment très important parce que c'est ça qui va donner l'aspect général. Alors, grosso modo, il y a trois façons de procéder. Il y a le premier, c'est le plus simple, c'est d'acheter un boîtier tout fait. Donc là, vous voyez encore dans son emballage. Je crois que je l'ai acheté sur Radiosphere. Ça coûte en général 2 euros. Donc, Alain a donné une référence qui s'adapte en plus à un écran LCD. C'est encore plus. Donc, on l'achète, on fait quelques trous à l'intérieur et puis on l'adapte. C'est une solution qui est quand même très, très sympathique et très rapide pour faire quelque chose avec un rendu final en général très bon. Voilà. Donc, et contrairement à ce qu'on peut croire, les boîtiers plastiques à l'unité ne coûtent pas très cher. Que c'est de la très très grande série, donc voilà, même sur Radiosphere, ça coûte 2 euros, 2,50 €. Donc on peut en acheter des cargaisons sans aucun problème. Ensuite, il y a l'impression 3D. Donc là, par exemple, on a fait un boîtier qui ressemble au boîtier commercial, mais on l'a un peu adapté pour augmenter sa hauteur. Donc c'est l'impression 3D. Ça marche bien, il suffit d'avoir une imprimante 3D de type dépôt de fil et ça marche très très bien. Et puis on peut faire des formes très sympas comme la chouette, là, que vous avez montré, ou alors pour ceux qui connaissent, hein, Jasper, voilà, qui est fait par des élèves de première année, qui permet de faire quelque chose sur mesure très rapidement. Et puis, on est en train de se dire, avec quelques collègues, que c'est bien l'impression 3D, mais quand on développe un prototype, en général, ça demande plusieurs itérations. C'est-à-dire qu'on va faire un premier prototype et on s'apercevra que ça n'a pas marché. Donc, la durée de vie des boîtiers dans cette phase est en général très courte. On imprime, on monte, ça ne marche pas, on recommence. Et d'un point de vue écologique, développement durable, il y a peut-être mieux à faire. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé à réfléchir dans les étapes intermédiaires de développement, réutiliser simplement du carton. Donc là, vous voyez, c'est un emballage de dentifrice que j'ai réutilisé. Finalement, pour faire des produits simples et accessibles à tout le monde, vous voyez, là, je prends mon petit proto que je vous ai montré. J'ai pris mon emballage, je glisse dedans. Hop, j'ai fait une fenêtre sur mesure. J'ai un peu masquer un peu l'aspect artisanal en mettant du scotch qui permet un peu de ne pas voir les détails. Je le ferme, voilà, toc. Et puis, bah, j'ai un emballage alors,
qui est un peu temporaire, mais qui permet d'avoir, on peut le manipuler sans trop de problèmes maintenant, et ça marche très bien en fait. Donc, nous, je pense on va pousser un peu au recyclage de contenants, alors en carton, mais peut-être aussi en plastique. J'ai fait des recherches, chaque Français consomme à peu près 70 kg de plastique chaque année, et dans ces 70 kg de plastique, il y a 40% d'emballage, ce qui m'a vraiment surpris, et je crois que 40% du total de plastique est mal ou pas du tout recyclé, donc je pense qu'il y a une action à faire. Donc voilà, donc on va pas changer, on va changer à notre échelle ce qu'on peut. Donc si on peut diminuer le volume de plastique prototypé dans des phases comme ça, où la durée de vie, encore une fois, des prototypes est assez courte, ben, c'est pas mal, quoi. Voilà. Alain, je ne sais pas si tu souhaites Non, continuer. je crois que tu as tout dit. Alors, effectivement, nous, on avait acheté le boîtier. Alors, c'est quasiment le même que celui que tu t'as présenté, hein. Il se Ouais. ressemble vraiment, dans les mêmes prix. Le problème enfin, l'intérêt et l'inconvénient, c'est que tu as quelque chose qui est très propre, très beau, vraiment c'est super, mais l'inconvénient, c'est qu'il va falloir souvent le percer, parce que ton boîtier, tu ne mets pas un truc dedans. Là, en l'occurrence, il faut mettre éventuellement un afficheur, une LED, enfin une LED ou plusieurs, enfin on verra ça. Donc en fait, ton beau boîtier, il se retrouve un peu défiguré avec la perceuse, enfin bon, bref. Donc, effectivement, oui, l'impression 3D, je pense, alors, évidemment, j'entends tout ce que tu dis, hein, avec le recyclage. En fait, tout va dépendre de l'utilisation. Mais l'impression 3D, c'est vraiment idéal sur quelques éléments, une fois qu'on sait ce qu'on veut. Donc, une fois effectivement qu'on a fait nos découpes carton, alors moi, je travaille aussi, enfin, je fais aussi beaucoup de découpes sur du papier fort, pas forcément du carton, mais du papier un peu fort, ce qui me permet, voilà, de faire des tests. J'avoue que je ne suis pas forcément très à l'aise, moi, pour le coup, avec les outils du type SolidWorks, etc. Enfin, je ne suis pas super à l'aise. Donc, j'aime bien avoir quelque chose voilà, en carton, en papier, en choses comme ça. L'impression 3D, je sais qu'à Polytech, il y a, on recycle en fait l'impression 3D. Il y a une déchiqueteuse et après, il y a un élément chauffant qui refait un fil. Alors, je ne sais pas si ça doit être un peu expérimental, cette affaire-là, mais ça marche plutôt bien. C'est-à-dire que enfin, plein de déchets sont réutilisés à l'impression 3D. Donc ça, c'était quelque chose où on pourra discuter. Mais effectivement, tout ce que tu as dit est tout à fait juste sur sur le recyclage. Merci, oui, effectivement, il y a des tentatives de recyclage du produit. Alors, évidemment, l'impression 3D est super. C'est juste, je dis, dans les phases de mise au point, je pense que, comme tu dis, carton ou papier fort, ça peut être plus rapide que l'impression 3D qui prend parfois quelques heures quand même pour obtenir un boîtier. Voilà, donc c'est juste en fait, c'est plus exploratoire hein, d'essayer d'aller vers ça. C'est un peu une tendance qu'on va essayer de développer, enfin des thèmes qu'on va essayer de développer. Le logiciel, alors logiciel, c'est pas rien, parce que sans logiciel, votre détecteur, il va pas marcher. Alors, pour tous les composants qu'on vous a montrés, Arduino, SP32, il y a un environnement de développement qui est standard et maintenant adopté par beaucoup de monde, sinon quasiment tout le monde. C'est ce qu'on appelle Arduino IDE, c'est-à-dire un environnement de développement gratuit qui est proposé par le fabricant de Arduino, en fait, qui permet en fait de programmer le, le système en fait avec un logiciel écrit en C. Alors, ça peut rebuter parce qu'on dit ouais, il va falloir que je programme, ça va être compliqué, etc. Alors, il faut savoir que la plupart du temps, en cherchant sur Internet, vous allez trouver soit des bibliothèques, c'est-à-dire des bases de programmation déjà toutes faites, soit carrément un logiciel tout fait. Alors, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est mon petit prototype là. J'ai écrit zéro code pour le programme, puisque j'ai trouvé donc je ne sais plus son prénom, mais son nom c'est Rinolfi. C'est un maker suisse qui a mis sur Grégoire, je crois que c'est Grégoire Rinolfi, que je salue au passage. Il a mis à disposition librement un logiciel qui permet de piloter ce genre de système. Enfin, Alain aussi a regardé, je crois, et on trouve le logiciel vraiment formidablement bien écrit et voilà, il n'y a rien à toucher. Donc, je l'ai chargé dans l'environnement développement. Ensuite, je l'ai téléversé, ce qu'on appelle, je l'ai téléchargé sur le système, j'ai allumé et ça marchait du premier coup. Donc, vous voyez, l'effort, c'est surtout d'identifier pour la configuration
matériel, le logiciel qui va bien, puis une fois qu'on l'a. Alors après, on peut l'adapter, hein, pour ceux qui ont des connaissances en programmation. On peut adapter, par exemple, les seuils, on peut les adapter à notre besoin, ou on peut rajouter une LED. Mais là, par exemple, ce détecteur, il m'a pris une matinée à faire, parce que finalement, le logiciel est déjà tout écrit. Donc ça, c'est formidable. Et très, très souvent, donc, on peut trouver des bases de programmation déjà toutes faites dans la communauté des makers. Parfois aussi, les fabricants proposent eux-mêmes des logiciels de test. Donc, je crois que c'est le cas, hein, le SCD30, tu me disais qu'il y avait déjà des logiciels tout faits proposés par le fabricant. Oui, c'est ça. Dans l'environnement Arduino, dans le menu fichier, il y a un dossier d'exemple qui est lié en fait à la carte que tu choisis. Donc, si tu as choisi Arduino Uno ou SP32, ou tu as des exemples qui vont bien par rapport à la carte et également qui vont bien par rapport à la bibliothèque que tu as installée. Donc, quand tu installes la bibliothèque du capteur, tu as des exemples qui sont aussi liés aux bibliothèques installées. Alors, effectivement, il y a ce que tu disais, il y a en fait la manipulation un peu la plus complexe, ça va être de prendre en main l'environnement de développement. C'est-à-dire de le télécharger, ça, c'est pas très compliqué. Ensuite, d'aller dire, je vais chercher telle et telle bibliothèque. Alors, fort heureusement, la communauté donc des makers, open source, etc., propose des tas de tutos. Hein, on n'est jamais complètement perdu. Mais c'est vrai qu'il y a cette petite mise en œuvre à faire d'installer l'environnement de développement. Et c'est vrai qu'après, les programmes, alors évidemment, tout dépend du niveau duquel on part, mais les programmes ne sont pas très compliqués, effectivement. Je te rejoins. La principale difficulté, ça va être de ce qu'on appelle paramétrer l'environnement de développement, c'est-à-dire de déclarer les bonnes valeurs qui correspondent. Et la phrase qu'on entend souvent quand on installe ça, c'est on dit à la personne, normalement, ça devrait fonctionner. Et tout est dans le normalement, parce que forcément, la loi de Murphy vous dire que le normalement ne va pas s'appliquer à vous, parce que oui, votre configuration est un peu différente. Donc, c'est la recommandation qu'on peut faire, c'est pas mal si vous êtes accompagné dans cette phase, ou quelqu'un d'expérience qui va vous permettre d'identifier le petit problème qui peut bloquer l'affaire. Une fois que le logiciel est paramétré, charger un programme et le mettre sur le microcontrôleur, c'est vraiment très très simple. Il n'y a aucune difficulté une fois passé cette première étape de configuration. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire. Mais ça commence à être quand même bien documenté, donc en général, on y arrive. Alors, il y a une question, Pascal, de monsieur Olivier Huard, Ouais. qui parle des solutions, tu sais, sur les cartes microbit avec Python. Alors, moi, personnellement, j'ai juste là commandé une carte justement pour tester, pour voir ce que c'est. Je connais finalement assez mal. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez regardé ça. Alors, on va pas pouvoir en parler parce que effectivement, on sait qu'il y a une solution qui est utilisée par ailleurs, mais nous, on l'a pas utilisée. Donc, je sais qu'il y a des kits qui l'utilisent et qui, voilà, la carte microbit est quelque chose qui est parfois répandu. Je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant, mais nous, on n'a pas d'expérience, donc on peut pas en parler. Je sais qu'il y a notamment VitaScience qui propose un kit, je vais en parler tout à l'heure. D'ailleurs, il faut qu'on accélère un peu parce qu'on a pris un peu de retard, mais malheureusement, on peut pas en parler, mais ça peut être tout à fait intéressant, je pense. Donc, je n'ai pas le temps. Donc voilà, justement, on a un exemple de kit qui est proposé. Alors, on n'a pas d'intérêt particulier avec eux, hein. On n'a aucun accord, mais c'est des gens qui sont très dynamiques et qui nous ont contactés pour qu'on les aide un peu à définir ce kit, donner des recommandations. Donc, si vous voyez, ils ont pris un capteur très très bon, qui est le SCD30. Hein. Et si vous voyez le prix, en absolu, ça paraît peut-être un peu élevé, mais en relatif, c'est pas très cher parce qu'avec le nombre de composants, la qualité des composants, on peut se dire qu'ils ont vraiment, ils proposent un kit vraiment à un prix très contenu. Donc, ça peut être une solution d'aller chez un fournisseur comme VitaScience et puis vous avez un pack complet. Et puis ensuite, ils ont aussi des fiches d'accompagnement pédagogique, etc. Donc, ça peut être aussi un choix de s'orienter vers ça, notamment pour des facilités de commande. Hein. On sait parfois que commander dans un établissement, ça peut être compliqué si vous êtes membre de la communauté éducative. Donc, voilà, c'est une possibilité. Au final, avec tout ce qu'on s'est dit, avant de parler des capteurs connectés, si vous voulez faire un capteur le plus simple possible, moi, ma recommandation, c'est ça.
voilà, très clairement. Vous achetez un capteur S8, vous achetez un Tetego, vous wrappez, vous soudez les 4 fils nécessaires, ou vous mettez des jumpers, on peut aussi mettre des jumpers, voilà, ça peut être. Et puis vous procurez ce que j'appelle le logiciel de Grégoire Rinolfi, le logiciel Rinolfi, vous le téléchargez et ça marche. Voilà, moi je l'ai fait, en tout cas ça marche. L'étape la plus délicate, ça va être quand même à un moment donné, les capteurs souvent sont fournis sans les pattes ici soudées. Donc il faut quand même passer par cette étape-là. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous ne vous sentez pas très à l'aise avec ça, c'est vous trouvez quelqu'un dans votre entourage qui a une certaine technicité en soudure, vous lui faites souder les deux composants, vous les récupérez et vous câblez ensuite les 4 fils en wrapping ou en connexion point à point. Et puis, voilà. Et ça, je pense qu'on ne peut pas faire plus simple et plus robuste que ce système-là. En plus, le logiciel de Grégoire Rinolfi intègre une capacité de calibrer manuellement, donc c'est parfait. Voilà. Alors ensuite, là, Alain va pouvoir nous donner son expérience qui est pas mince. Hein. C'est comment on peut faire un objet connecté. Alors, il y a 3 moyens. Le moyen le plus simple, c'est d'utiliser le Bluetooth. Alors, parfois, les fabricants, par exemple, du SCD30, fournissent un code avec une petite application qui permet de dialoguer avec le capteur via un ESP32, par exemple. Donc, c'est déjà tout proposé par défaut. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, il faudrait parler de quelle application il faut utiliser, etc. Mais ça existe. Alain va nous parler de son expérience en Wi-Fi. Sachez qu'il y a aussi un 3e mode, mais qui est plutôt réservé à des capteurs commerciaux, c'est le LoRa. C'est un protocole de communication différent de la 4G, de la 5G. C'est un protocole spécialisé. Et en fait, ça permet d'installer un capteur. On s'occupe de rien. C'est pas basé sur le réseau Wi-Fi de l'établissement. En fait, ça communique avec un réseau préexistant LoRa, public ou privé d'ailleurs. Et en fait, ça permet de récupérer l'information sur un serveur Internet. Et c'est souvent ce qui est utilisé par des capteurs que vous voyez là de type capteur sans afficheur communicant. Là, j'ai mis un modèle Domnex qu'on a testé. On reçoit le capteur, on le branche, on l'installe et il communique automatiquement LoRa. C'est vraiment très confortable. Et puis donc la 3e solution que j'ai évoquée, c'est Wi-Fi. Donc là, Alain va nous, enfin s'il veut bien, il va nous rendre compte. Oui, je veux bien. J'ai regardé ma montre, effectivement, on a été bavard. Et là, tu as du temps, c'est bon, parce qu'on n'a plus grand-chose, donc tu peux prendre. Je vais juste parler un tout petit peu de LoRa. Je préférerais que tu prennes ton temps en parlant de Wi-Fi parce que je pense que c'est important. Ok. Et écoute, si on a du temps, on vient sur LoRa. Moi, j'ai une contrainte, c'est important, il faut que je m'arrête absolument parce que j'ai une autre webconférence qui démarre. Je pense que vraiment, ce qui serait intéressant, c'est que tu partages ton expérience qui est vraiment extraordinaire de ce que tu as fait. Voilà, donc, donc sur le Wi-Fi, l'Université d'Angers, ce qu'on a mis en place, ce sont donc des capteurs basés sur le SCD30. Donc, on a fait un petit PCB, on a pris la carte que maintenant tout le monde connaît, et puis on a un boîtier qui est un boîtier commercial. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a fait juste un trou avec une LED RGB pour éviter d'avoir 3 trous à faire. Et puis, on a collé sur le boîtier un QR code et les boîtiers sont installés dans l'Université d'Angers. La LED donc, nous donne l'information du CO2 avec les couleurs habituelles. Et en flashant le QR code, on peut arriver sur une page web qui indique l'historique du capteur parce qu'on travaille donc en Wi-Fi. Alors, je vais vous montrer, je vais vous expliquer l'intérêt rapidement et puis le résultat. À l'université, ce qu'on voulait, c'était voilà, que n'importe qui puisse d'un coup d'œil voir si c'est rouge ou si c'est vert, très concrètement. Et puis que l'administration, la DPS, Direction de la protection et de la sécurité, puisse visualiser l'ensemble des capteurs. Donc, on a regardé ce qui était possible, LoRa, etc. Et en fait, à l'université, à Angers, on a un réseau Wi-Fi qui est plutôt performant, plutôt bien géré. Donc, on avait la possibilité de
relier un maximum de 255 capteurs, je crois, donc on n'en est pas là, hein. On en a actuellement 50 complètement déployés, 100 qui arrivent, qui sont sur batterie. Et donc l'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose de centralisé. Donc je vais vous montrer directement le résultat. C'est une interface web avec les 50 premiers capteurs. Alors, un petit point vert s'ils sont allumés et un point rouge s'ils sont éteints, puisque finalement, certains ne sont pas allumés tout le temps. Et puis, quand ils sont allumés, eh bien, on peut cliquer dessus et avoir la courbe depuis qu'ils sont allumés, hein, en fait, avec la possibilité de zoomer, etc. Et donc, cette interface ici est accessible au chef de l'Université d'Angers, mais pas seulement, puisque très récemment, en fait, tout est passé en open source. Donc déjà, le code était open source, mais les données sont également open source. Il n'y a pas de problème de données nominatives, etc. Alors, concrètement, tout à l'heure, Pascal disait le logiciel, finalement, on le trouve sur le net. Là, on a quand même quelque chose qui est un petit peu plus complexe, puisqu'en fait, on a le code de l'ESP32, donc le code du microcontrôleur. Alors, la connexion serveur web, il y a des tutos, elle est plutôt bien documentée. Et puis, il y a la partie, j'ai un serveur quelque part qui vient récupérer, stocker les données, donc ce qu'on va appeler plutôt le back, la sauvegarde en base de données, l'historique de toutes les données du capteur, donc depuis qu'ils ont été mis en place. Et puis, donc, ce que je vous ai montré, cette interface, plutôt le front, donc l'affichage, donc soit en flashant le QR code dont je parlais, donc je flash le QR code et j'arrive sur la page de ce capteur-là. Ça, c'est pour tous les utilisateurs. Ou alors, j'accède à l'interface d'administration. Donc, tout est disponible sur un GitLab en open source, hein, donc n'importe qui peut refaire. D'ailleurs, ça a été refait par un collègue qui avait vu ça sur Twitter. Et ça fonctionne bien. Il en a déployé 20, je crois. Akira, je ne sais pas si tu nous écoutes. Et voilà, c'est pas compliqué, mais ça demande quand même au moins 3 éléments. La programmation de l'ESP32, la programmation base de données du serveur, et puis l'interrogation des bases de données pour affichage. Voilà, Pascal, ce que je pouvais dire rapidement sur le Wi-Fi. C'est vraiment un super projet, hein. Nous, on a fait quelque chose de connecté, mais pas à ce niveau-là, hein. Déployer clairement faire une petite série. Et on se rapproche là, de solutions connectées commerciales. En fait, il y a plusieurs offreurs qui proposent ce genre de capteur. Alain a développé quelque chose de très proche, en se centrant vraiment sur le besoin de base, finalement. Et je trouve que c'est vraiment un très très beau projet qui a permis d'équiper les universités en capteurs, ce qui n'est pas souvent c'est pas toujours le cas, quoi. Équiper un grand nombre de salles de ce type-là, ça a un coût, et toi, tu as réussi à diminuer ce coût. Alors, c'était une volonté, hein, du président de l'Université d'Angers. Et aujourd'hui, voilà, on a vraiment une solution qu'on utilise ou pas d'ailleurs, hein, finalement, mais qui existe avec des systèmes. Donc, sur l'interface que je montrais, il y en a qui sont écrits prêts. Donc, c'est que, par exemple, à la bibliothèque universitaire d'Angers, dans l'une des bibliothèques, vous pouvez emprunter le capteur. Et comme on a développé notre propre système, donc par exemple, avec le smartphone, vous mettez un point d'accès sur un nom prédéfini, qui est UACO2 quelque chose, et le capteur vient se connecter. Donc vous êtes en réunion, vous êtes n'importe où, il n'y a pas de Wi-Fi là où vous êtes. Le capteur, quand même, vous avez l'afficheur LED et vous avez aussi les connexions. Pour la calibration, je peux en dire un petit mot parce que c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc, on n'a pas de bouton, hein. Le but, c'était vraiment le boîtier, le faire le moins de trous possible. Et donc, la recalibration se fait tout simplement, c'est extrêmement astucieux, enfin, je trouve,
le SP32 regarde systématiquement les SSID ambiants, donc les noms des réseaux Wi-Fi environnants. Et il y en a un qui a s'il trouve un nom prédéterminé, eh bien, il se recalibre. Donc, en fait, je prends tous les capteurs, je les mets dehors, ils sont sur leur batterie, là, hop, et puis je crée mon point d'accès, et là, instantanément, les 100 se recalibrent immédiatement à la bonne valeur. Voilà, il y a des tas de petites astuces comme ça et que j'ai découvert par des makers, j'en ai proposé aussi, et au final, je trouve que quand même la communauté a produit dans ce cadre des capteurs CO2 des solutions vraiment intéressantes. Bah, écoute, alors déjà bravo pour moi je suis vraiment épaté par ce que tu as fait, ce que l'équipe a fait, parce qu'il y avait toute une équipe autour de toi qui a mis la pain à la pâte, on va dire. Et je trouve que ta conclusion, là, la dernière phrase, c'est vrai que c'est un travail collectif, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des makers qui a contribué et qu'on n'aurait pas pu avancer si chacun n'avait pas contribué à sa manière. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter à se lancer si on a les moyens de le faire, démarrer avec une plaque d'essai. Puis voir que finalement ça marche. Si on fait pas trop de bêtises, ça peut marcher rapidement et on peut avoir des mesures. Et puis commencer à travailler sur des systèmes relativement simples. Et puis on peut arriver à faire des choses d'une fiabilité tout à fait remarquable en fait, en tout cas aussi bonne que des produits commerciaux pour un coût moindre. Et puis il y a un aspect pédagogique, hein, évidemment, pour les enseignants, on peut impliquer les élèves. Et c'est un bon moyen de parler alors évidemment de la Covid, puisqu'on est on est encore en plein dedans. Hein, donc, je vous rappelle que ça permet de favoriser l'aération, mais au-delà de la Covid, le réchauffement climatique fait que le niveau de CO2 augmente de façon très importante et que c'est une question qui va être prégnante, qu'il est déjà. Hein, et ça peut être un bon moyen de sensibiliser les élèves. Je crois que quand je suis né, moi je suis un peu âgé, le niveau de CO2 extérieur était à 350 ppm et actuellement on est à 420 ou 410, donc ça a augmenté de façon très très rapide ces dernières années. Donc ce qu'on peut ce qu'on peut vous proposer, c'est n'hésitez pas à vous lancer, appuyez-vous sur la communauté des makers qui ont finalement. Maintenant, il y a des modèles robustes relativement simples à faire. L'exemple de Alain, qui a fait une flotte de capteurs connectés, est un très bon exemple. Donc, n'hésitez pas. Alors, quel est le coût final pour le capteur? Voilà, je vais vous montrer le capteur. Ça dépend d'où on achète. Hein. La difficulté, c'est est-ce qu'on attend des commandes qui viennent d'un peu loin, on va dire, ou est-ce qu'on achète plus près? Mais ce capteur-là, il coûte 45 €, quoi. Voilà, à peu près. Voilà. Ça me semble difficile de descendre en dessous de 45 € pour l'instant. C'est le coût qu'on peut viser, quoi. Voilà. Le capteur connecté de l'université, là, que j'ai présenté, on est à 70 € voilà. de prix de revient. Ouais. Sachant que la plupart des capteurs, l'équivalent de ce que tu proposes, Alain, dans une version, moi, j'ai pas vu de capteur en dessous de 200 €, et plutôt au-dessus, parce qu'ensuite, il y a un problème enfin bon, bref, il y a des services associés. Donc, c'est plutôt 200-250 €. Donc, on voit que là, clairement, il y a un gain assez important. Et encore plus, parce qu'en plus, tu as fait quelque chose de totalement personnalisé avec le QR code, qui est une très très bonne idée, je trouve, qu'on n'a pas nécessairement sur les produits commerciaux génériques. Donc, tu as fait un truc sur mesure. C'est l'intérêt hein, de faire soi-même. Alors, il y a beaucoup de questions sur les schémas, des choses. Alors, en fait, Pascal, je pense que tu le diras là bientôt, parce que c'est le mot de la fin, ouais. Mais tu enverras des ressources, ouais. Les alors, slides, en fait, les choses, et on pourra mettre le GitLab, où voilà. Tout est en open source, ce qui a été fait à l'université. Alors, il y a déjà un site qui est nousaéron/makerco2 que je rappellerai, où on pointe sur toutes les ressources, notamment celle d'Alain. Et puis, évidemment, vous aurez le support. Alors, il y a beaucoup de questions, hein, malheureusement. Moi, il va falloir que je vous quitte parce que j'ai une autre contrainte derrière. Mais on refera peut-être une session. La question de la calibration est une question en soi. Ça demanderait une demi-heure en soi, parce qu'il y a beaucoup de choses un peu... pas cachées, mais qu'on doit explorer un peu en profondeur. Moi, la recommandation que je peux vous donner, c'est calibration manuelle régulière pour être sûr que votre détecteur est bien calibré, quoi. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Vous connaissez souvent la ranette. Moi, je le recalibre régulièrement pour être sûr que la mesure. Je vais devoir vous quitter.
Et puis, comme c'est moi l'animateur, alors peut-être, tu as du temps, Alain, ou pas parce que, Non, moi aussi, je dois voilà. partir. Bah, Mais écoute, merci Alain, en tout cas, d'avoir co-animé avec moi cette première session. J'espère qu'on a répondu à un grand nombre de questions, peut-être pas toutes, mais en tout cas les principales. Et puis n'hésitez pas, lancez-vous. C'est le meilleur moyen d'expérimenter, d'essayer, et puis de voir que finalement, on peut arriver à quelque chose de satisfaisant très rapidement. Voilà. Et qui est utile. À bientôt, et à bientôt Alain. Et puis je reviens vers vous à par mail bientôt. pour vous donner des informations complémentaires. Voilà. À bientôt. Au revoir.